Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. Politiquement incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect, votre rendez-vous de débat et de société du jeudi soir. Ah messieurs, je suis très ravi de vous retrouver, on ne s'était pas vu depuis ces 15 derniers jours. La semaine dernière, nous fêtions les 10 ans de la vie étudiante de l'université Paris-Esmarne-la-Vallée, une émission évidemment qu'on conseille à nos auditeurs à réécouter sur le site de la radio dans un article spécialement dédié à ces 10 ans de la vie étudiante où nous accueillions le président de l'université, le service de la vie étudiante, les associations, bref, on vous conseille cette émission évidemment pour les talents de Robin qui l'a animé au début. Et puis pour les tiens également. Un petit peu pour moi, voilà, merci. Voilà. Bonsoir Hugo, merci d'être là ce soir. Bonsoir à tous. Et bonsoir Marc qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Nico et bonsoir à tous. Eh bien, nous allons discuter ce soir, allez, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, polémique. Ah, polémique, violence, le racisme, parlons-en messieurs ce soir. C'est le sujet de notre émission. Nous ferons référence à l'article du Nouvel Obs qui est en ligne et que vous pouvez bien sûr consulter. Nous vous en donnerons les références d'ici quelques instants, qui pose cette question du racisme avec des chiffres à l'appui. Nous y reviendrons. Et puis, nous ne manquerons pas évidemment de questionner l'actualité internationale sur ce sujet, notamment les États-Unis, puisque vous le savez si vous écoutez les infos, eh bien, il y a une déferlante d'actes racistes de la part souvent des forces de l'ordre qui sont mises en avant, en tout cas dans l'actualité. Eh bien, nous y reviendrons. Et puis, nous parlerons également du cas Afrique du Sud, où il y a également eu des violences liées à ce sujet. Nous y reviendrons également. Et puis, en fonction du temps qu'il nous restera dans cette émission, nous verrons d'autres sujets satellites éventuellement à cette actualité, en tout cas à cette question, à cette thématique du racisme. Hugo, on va commencer par toi. Cet article du Nouvel Obs, c'est toi qui nous l'as suggéré en préparant cette émission. Un article qui nous donne des chiffres, qui fait le point. Alors, c'est un article signé Thomas Guénolé, politologue du Nouvel Obs, qualifié, Marc s'insurgera peut-être contre cette qualification d'expert, en tout cas de la rédaction, sur ces questions-là. Et donc, Thomas Guénolé écrit sur cette actualité, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc commission consultative, pas exécutive, qui a publié le 9 février dernier donc, un rapport qui est annuel, ce rapport, donc qui revient tous les ans. On peut ainsi faire des comparaisons éventuelles sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Alors, on pourra peut-être préciser un petit peu ce que ces termes veulent dire en introduction de cette émission. Je te laisserai le faire d'ici quelques instants si tu le souhaites. Mais voilà. Et Thomas Guénolé nous dit dans le chapeau de son article que le constat est sans appel. Les Français deviennent peut-être plus tolérants, mais d'un autre côté, les actes à caractère raciste, eux, sont en augmentation, selon lui, et il faut ouvrir un vrai débat national. Alors ça, c'est la rédactrice de l'article qui le précise, évidemment, dans le chapeau de l'article. Et puis ensuite, nous avons la suite de l'article précise ce qui est dit ici. Oui, alors en fait, plus qu'un article, on dirait un édito, finalement, de la part de Thomas Guénolé, parce qu'il s'insurge vis-à-vis d'une publication, comme tu l'as dit, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Toute l'étude, tous les chiffres en fait viennent de cette étude-là. Et Thomas Guénolé, ce politologue, en vient à la conclusion que les Français sont bien racistes parce que, comme tu l'as dit, si du point de vue de la tolérance, ils le sont de plus en plus. Les Français seraient de plus en plus tolérants. Ils seraient, parallèlement à ça, de plus en plus susceptibles de commettre des actes racistes. Et donc répréhensibles. Évidemment répréhensibles, pour la plupart, par la loi. Tu parlais de quelques chiffres clés que Thomas Guénolé met en lumière dans son article et qui m'ont particulièrement marqué, particulièrement choqué, je dirais. Également, rapidement, 2 paragraphes de cet article, il les cite les uns après les autres.
Pour un Français sur 10, traiter quelqu'un de sale noir ne doit pas être condamnable en justice. Pour 6 Français sur 10, les Juifs ont un rapport particulier à l'argent. Pour 4 Français sur 10, les Juifs ont trop de pouvoir en France. Pour 6 Français sur 10, on a plus de chances d'accéder aux aides quand on n'est pas français. Pour 4 Français sur 10, les Arabes constituent en France un groupe à part. Pour 8 Français sur 10, non seulement les Roms exploitent très souvent leurs enfants, mais ils vivent essentiellement de vol et de trafic. Donc voici le genre, je dirais tout simplement de préjugés que trimballe un certain nombre de Français, une certaine part de la population française qui peut aller jusqu'à, on l'a vu, plus des 3/4 sur le dernier chiffre, 8 sur 10, ça représente 75%, 3/4, voilà, plus de 75%, 80% exactement. Donc voilà, il y a un grand nombre de Français qui, par méconnaissance, je ne sais pas quel autre argument a donné à ce genre de pensée-là. Moi, je dirais voilà, de la méconnaissance, de l'ignorance, tout simplement, sont amenés à penser de manière raciste, tout simplement. Alors, le racisme, c'est donc une notion évidemment construite depuis. Alors, je ne sais pas depuis quand est-ce qu'elle a été mise en place, cette notion de racisme. On parlait de racisme, on parlait de xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'étranger, et puis d'antisémitisme dans cet article qui sont mis en avant. Donc, évidemment, antisémitisme, on en a de nombreuses fois parlé dans cette émission. La haine de la religion juive, que je ne dise pas de bêtises. Enfin, alors, Ce terme ne veut rien dire. Ouais, ouais. alors, on va pas rentrer dans la polémique, mais peut-être faire une petite précision. Deux choses. Ce thème ne veut pas rien dire, Si. mais de préciser deux choses. Le juif veut dire deux choses. Voilà. On parle de peuple juif, à tort ou à raison. Certains liront Shlomo Sand dans ce sens-là. Et on parle également du juif, je dirais quasiment stricto sensu, au sens religieux du terme. Donc celui qui est à la fois juif. Donc on est venu à parler d'antisémite pour qualifier celui qui aurait cette haine du juif. Alors Marc, il va assez excessivement en disant que ça ne veut rien dire. Le sémite, en effet, n'est pas forcément juif. L'arabe est tout à fait sémite et tout juif n'est pas sémite. Voilà, c'est toute la complexité du mot qui, finalement, si j'entends bien Marc, perd son sens. On pourrait simplement dire, on parlait au préalable d'anti-judaïsme, mais qui avait une portée plus religieuse, qui était d'ailleurs plus chrétien, une action plus chrétienne, liée à la mort du Christ, tout simplement. On pourrait aujourd'hui parler de judéophobie, comme on parle de négrophobie, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, je trouve assez pernicieux de faire la distinction entre racisme d'un côté et antisémitisme de l'autre, dans le sens voilà, où on donne l'impression du moins qu'il y a un deux poids, deux mesures, par exemple. Et voilà, je trouve ça assez douteux de faire la part des choses. Je pense qu'à partir du moment où on distingue, on devrait aller plus en avant et donc effacer le mot racisme pour mettre en avant toutes les distinctions, si c'était la volonté qui est celle des gens qui font la distinction, que l'on voit partout, que l'on voit dans ce rapport notamment. Alors effectivement, distinguer les mots, c'est important. On l'a vu également récemment dans les affaires. Vous savez qu'un attentat a été déjoué le week-end dernier. Enfin, a priori, des attentats auraient été déjoués par l'arrestation d'un homme qui, en tuant une femme, s'est blessé et donc a appelé le SAMU et s'en est suivi évidemment une garde à vue puisqu'on a découvert que cet homme était lié certainement à un réseau terroriste. Eh bien, dans ce cas-là, c'était des églises, a priori, donc des églises chrétiennes qui étaient visées. Voilà, on a redécouvert, excusez-moi, c'est peut-être un peu maladroit, mais on a redécouvert finalement que l'islamisme ne s'attaquait pas que à la religion juive, comme ça a pu se passer précédemment, où on a attaqué un supermarché cachère ou ce genre de choses, où effectivement la religion chrétienne s'est sentie offusquée évidemment par la possibilité d'un attentat contre elle, que sont ressortis des discours selon lesquels
les églises n'étaient pas forcément aussi bien gardiennées que les lieux de culte juifs, c'est-à-dire les synagogues, depuis les attentats et la mise en place du plan Vigipirate. Donc voilà, des choses qui ressortent également dans l'actualité. Peut-être souhaitez-vous réagir là-dessus, je vois Hugo. Oui, deux choses. Déjà, réagir au mot islamisme que tu as prononcé, qui... non, mais on, Non mais attention, on utilise bien les mots qui sont employés de nos Je- jours. Alors voilà, je effectivement, il parlais faut tout à revenir l'heure- sur... Je parlais tout à l'heure de méconnaissance, voire d'ignorance. On utilise parfois les mots à tort et à travers, notamment quand on parle du terrorisme international, notamment de Daesh, parce que c'est l'acteur principal, et on parle d'islamisme. Mais l'islamisme ne se réduit pas au terrorisme. L'islamisme, si on veut en donner une définition plutôt consensuelle, ce serait une forme politique de l'islam, et donc toutes les formes politiques d'islam ne sont pas terroristes, évidemment. Tous les régimes islamiques qui existent, notamment au Moyen-Orient, n'ont pas forcément une portée terroriste. Ils peuvent avoir pour certains une portée violente. Euh, je dirais, oui, pratiquement dictatoriale, sinon oligarchique pour certains d'entre eux, mais certainement pas terroriste. Donc voilà, peut-être préciser islamisme radical, voire islamisme terroriste. Voilà, ce sont des nuances qui méritent d'être apportées pour justement casser tout risque d'amalgame qui sont bien faciles à émerger. J'en ai oublié ta question. qui était sur le traitement de l'affaire récente d'attentats contre les églises. Ah oui, voilà, en évidemment. Évidemment que l'enquête dont nous parlons traite de l'année 2014. Donc forcément, l'écho des attentats n'est pas répercuté répercuté, dedans. n'est pas répercuté dans l'enquête. Quoi qu'ils ont essayé de faire des choses, mais je trouve ça assez léger avec le faible recul que l'on a. Et aujourd'hui, il y a encore certains échos que l'on peut voir, notamment à travers l'arrestation qui a été faite. C'est un mouvement continu, je dirais, ce mouvement terroriste. Mais quoi qu'il en soit, on arrive à noter une recrudescence des attaques, qu'elles soient d'une violence extrême ou non, envers notamment les lieux de culte musulmans. On l'a vu, il y a eu, je n'ai plus les chiffres en tête, mais un certain nombre de lieux de culte qui ont été menacés ou attaqués dans les jours ou les semaines qui ont suivi l'attaque de Charlie Hebdo, le 11 janvier. Alors, je voudrais qu'on... Non, le 7 janvier, je Le crois. 7 janvier, oui, tout à Le fait. 11, c'était Le la 11, c'était manifestation. la grande marche. Voilà. Tu en avais terminé avec ton Oui. propos. Je vais donner la parole à Marc d'ici quelques instants. Je voulais juste me faire l'avocat du diable et vous faire réagir si je me faisais l'avocat du diable et que je disais, bon, quand on prend cette donnée qui nous est apportée dans cet article, un Français sur 10 donc dit qu'il n'y a pas... Enfin, pour un Français sur 10, traiter quelqu'un de sale noire ne doit pas être condamnable en justice. Si par exemple, je sais pas, je traite Hugo de sale lorrain, est-ce que c'est condamnable en justice? Je Ça ne sais dépend. pas. Déjà, ça serait une erreur, parce que je ne suis pas lorrain. Je suis lorrain en partie, voilà. Donc oui, tu peux me traiter de sale lorrain. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Mais qu'as-tu contre les Lorrains? C'est la question que j'ai envie de te poser. Non mais voilà, enfin je veux dire, on s'attaque à une particularité. Je vais laisser évidemment Marc répondre puisque je vois qu'il est dans les starting blocks et c'est bien sûr pour avoir vos réactions que je posais la question. Mais juste peut-être apporter un élément. On s'attaque là à une particularité physique. Bon, c'est comme si je traite quelqu'un, je sais pas moi, sur n'importe quoi d'ailleurs finalement. Et donc quand on dit, alors bon déjà le chiffre n'est pas... On n'a que 1 sur 10 par rapport à d'autres chiffres qui sont donnés dans cet article où on a 8 Français sur 10 qui disent, qui cautionnent entre guillemets les préjugés sur les Roms ou ce genre de choses. Bon là on a 1 sur 10 qui dit que ça ne devrait pas être condamné en justice. Quand on voit cette information, sale noire, entre guillemets, bien sûr, qui serait donc qui est aujourd'hui condamnable et qui s'attaque donc au physique forcément des gens,
voilà, comment faire la différence entre certaines injures entre guillemets, voilà, connard, sale lorrain comme je le disais il y a quelques instants, et sale noir qui là touche au racisme. Bah, c'est assez simple. Quand tu dis à quelqu'un Saint-Laurent, c'est une identité construite, on va dire, une identité régionale, j'ai envie de te dire. Je veux dire, ça dépend de l'identité qui peut, voilà, les origines de quelqu'un régionalement, etc. Quand on dit sale noir, ça fait référence à quelque chose qui est là, pour le coup, assez biologique. Biologique parlant, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des traits beaucoup plus métis, typés. Enfin, je veux dire, c'est des caractéristiques physiques, entre guillemets, des gens. Donc déjà, voilà, je sais que tu le sais, mais tu poses la question. Mais je veux dire, c'est là où il y a une différence qui s'opère et c'est là où c'est condamnable. Parce que, enfin, en tout cas, c'est ce qui est condamnable. En tout cas, moi, je considère en tout cas que certes, on a envie que ça soit que moi, je considère que c'est un propos qui est évidemment condamnable. Après, je ne sais pas s'il faudrait le condamner. Je ne sais pas s'il faudrait le condamner. Je suis toujours partagé entre est-ce que punir, ça augmente pas les haines, justement, en plus, surtout quand les médias relaient des fois des propos racistes, pour le coup, leur relaient en disant, vous voyez, ils ont été condamnés pour ces propos. C'est vrai que des fois, ça déclenche chez les gens une certaine animosité envers, en disant, bah oui, ils sont protégés. Et c'est là où on a des arguments du type, oui, le racisme n'est pas un délit, mais une opinion. C'est un petit peu le débat qu'on a, enfin, la grande question qui se pose. En tout cas, moi, je voudrais revenir sur donc, juste pour préciser que voilà, il y a une identité, on va dire, construite, une identité, j'appellerais ça secondaire, entre guillemets, qui n'est pas biologique, biologiquement parlant. Je dis pas qu'il y a une différence et qu'il y en a un qui est supérieur. Entendons-nous bien, hein, c'est ça que je... Faites pas l'amalgame. Oui, mais du Vas-y. coup, je serais amené à te poser la question de qu'en est-il pour un sale français, par exemple? Sale français, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est du même type que sale nègre. Sale blanc, oui, ça serait du même type. C'est simple. C'est-à-dire, sale français, c'est une identité, on fait partie d'une nation, on se considère française, c'est une identité secondaire, c'est ce qu'on appelle, en règle générale, une identité citoyenne, on fait partie du peuple français. Ben non, justement, il ne faudrait pas dire peuple français, justement, il faudrait dire, on fait partie de la nation française, donc identité secondaire. Après, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon un peu ethnologique, l'identité primaire, blanc, noir, etc. C'est ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu et je pense que ça donne valable. Après, évidemment, c'est là où... Ce qui est très difficile aussi, et c'est peut-être là où je peux assister sur la méconnaissance et l'ignorance, c'est quand des éléments, j'allais dire secondaires, se modèlent avec du primaire. Enfin, c'est-à-dire du primaire, on va dire les Noirs, économiquement, bah, voilà, c'est les délinquants, c'est ça le propos qui était retenu. Je ne sais pas si c'était sur les Noirs que vous disiez, ou en tout cas, c'est ça. C'est difficile de mélanger, c'est ça où le racisme pur arrive. C'est faire une distinction. Des Noirs ou des Maghrébins, disait. Noirs ou des Maghrébins, c'est là voilà, où le primaire se mélange. C'était le propos d'Éric Zemmour, on s'en rappellera. Oui, voilà. Les 80 à 95% des détenus sont noirs ou arabes. Voilà ce qu'il disait, je crois que c'était chez Laurent Ruquier. Bon, après, voilà, en tout cas, pour sale français, c'est là où je voulais en venir, c'est que, en tout cas, ça ne peut pas être condamnable juridiquement. Parce que, évidemment, que derrière le sale français, il y a deux choses. Il y a d'un côté le sale français du type sale blanc, et sale français, en la France me crache dessus, etc. Ça peut être des choses comme ça, je veux dire, qui peuvent arriver. En tout cas, voilà, identité primaire, identité secondaire, selon moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et c'est comme ça qu'à mon avis, la loi fonctionne. Après, c'est vrai que j'ai, comme l'a dit Hugo, et je suis content qu'il l'ait dit, moi, antisémitisme, racisme, xénophobie, ça veut dire quelque chose. Mais quand on en parle, ça ne veut plus rien dire. Je m'explique parce que tu l'as fait tout à l'heure la remarque, alors j'espère que tu pourras réécouter, mais tu as dit oui, alors il n'aime pas les étrangers, et tu as fait la passerelle directement avec le racisme, en avant-propos. Si on parle... Non, c'est parce que l'article parle des trois discriminations. Bien sûr. En tout cas, c'est pour dire que si on parle de quelqu'un qui est xénophobe à tout de suite raciste, autant dire qu'il n'y a pas de terme, on ne sait pas quoi. Dire que si les Français n'aiment pas les étrangers, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Ils n'aiment pas les Américains, ils n'aiment pas... Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Si les étrangers, pour eux, c'est les Noirs et les Arabes ou autres, qui d'ailleurs sont français, le terme xénophobe ne veut plus rien dire. Après, quand on parle de racisme, on a tendance, et c'est là où je voulais en venir avec Hugo, racisme et antisémitisme. Déjà, le terme antisémitisme, c'est vrai que sémantiquement, il ne veut rien dire. Enfin, pour moi, il ne veut rien caractériser. C'est vrai qu'on comprend ce que ça veut dire. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, par raciste, le terme juste raciste, on va caractériser noir, arabe et chinois. Tiens, on n'en a pas parlé non plus. Non, pas chinois. Non, asiatique, je voulais dire, excusez-moi.
Bah, vous voyez, mais bon, c'est un problème de langage, bref, c'est pas grave. Si, c'est grave. Oh oui, mais arrête, Hugo, On je fait ne un- pense pas être l'incarnation du Troisième Reich. Arrête un petit peu Non, de... mais- Non, mais faut... Voilà. Non, mais je veux dire, c'est ça. L'enchaînement des... Non, mais c'est vrai, c'est peut-être le point Goline, non, mais comprends bien aussi, voilà, faut arrêter de penser que les gens font des amalgames comme ça, ils sont tout de suite racistes ou etc. Mais Non, mais c'est ce que je voulais dire, important c'est que quand même d'être clair et d'utiliser les bons oui, mots à chaque asiatique, mais tu comprends ce que je veux dire. J'employais un terme qui est noir et arabe. Déjà, pour moi, ça veut rien dire. C'est-à-dire, d'un côté, ça veut dire quelque chose sans rien dire. Et fois. Oui, comme c'est on des dit- notions très c'est abstraites. des énoncés abstraites. Comme quand on dit chinois, on fait tout de suite penser à un asiatique. Ah oui, mais... Je sais que c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, asiatique, c'est assez flou comme terme. Parce Et que aussi- Non mais c'est- soyons clairs, ce genre que je veux dire- d'amalgame se font, et je te redonne la parole après, ce genre d'amalgame se font parce que évidemment, nous, habitants Marne-la-Vallée, à ma connaissance, nous ne sommes jamais allés en Chine, je crois, non, Marc. non. Donc voilà, c'est vrai que comme c'est lointain, on a tendance à faire des amalgames. C'est vrai. Non, mais enfin, Si, c'est vrai. je Quand moi, on voit quelque- personnellement, je ne ferai pas forcément la différence entre des pays africains. Ce que Marc fait très bien parce qu'il connaît le territoire, parce qu'il l'a étudié, parce qu'il y est allé. Bon, bah, c'est la même chose. Généralement, on dit un Chinois, alors qu'en fait, il s'agit d'un Asiatique, enfin de l'Est, et qu'on ne sait pas de quel pays il vient exactement. Et donc, C'est c'est vrai. ce genre d'amalgame qui sont créés. C'est Simplement, justement le gros Comme problème. les gens du Nord, alors qu'il y a une différence entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. C'est justement le grand problème quand on va en Afrique, par exemple. C'est justement le grand problème quand on voit je vais dire des Chinois, parce que là, pour le coup, ce sont normalement des Chinois qui investissent. Dès que quelqu'un arrive en Afrique et n'est pas forcément chinois, mais en tout cas il est asiatique, typé asiatique biologiquement parlant, tout de suite c'est le Chinois. Ah, les Chinois arrivent, débarquent. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est des passerelles assez. En fait, on veut caractériser un groupe de personnes par le terme chinois, on veut caractériser un groupe de personnes par le noir, ce qui est d'ailleurs assez difficile, ce qui est d'ailleurs assez bizarre, c'est que quand on dit chinois, chinois c'est pas entre guillemets une caractéristique biologique en tant que telle. On pourrait dire les traits typés, enfin je veux dire, il y a des termes comme ça qu'on appelle ça les asiatiques justement, qu'on appelle ça comme ça généralement. Mais en tout cas voilà. Je voulais juste terminer sur un truc en disant que le racisme en tant que tel, ça fait partie des caractéristiques qu'on pourra appeler biologiques, dire noir, arabe, etc. En principe, raciste. Le terme, je parle le terme raciste, Qui vient de l'origine de race, Vient de qui l'origine de lui-même est remis en cause qui profondément. a été, oui, enlevé de la Constitution, bien évidemment. En tout cas, ce terme raciste, encore une fois, le terme est interdit maintenant. Enfin, on a le droit de le prononcer. Oui, mais c'est limite. c'est très limite maintenant. En tout cas, ça peut être un terme de race. Donc, au départ, la race, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Après, on peut dire qu'il n'y a pas de race, etc. Le but, ce n'est pas de dire, c'est ce qu'on avait eu le débat avant, quand on fait une différence entre un blanc ou un noir ou des traits métissés ou des traits séfarades ou autre, je sais pas, j'invente un truc, c'est une différence, c'est visible. C'est quelque chose qui est D'ailleurs, on a visible. remplacé le Après- terme de race aujourd'hui. Quand Après- on parle qu'on n'a pas le droit de faire d'analyse sociologique, par exemple, on parle d'analyse ethnique. Et ça On ne, a veut encore remplacé, rien, voilà, ça ne veut rien dire, le encore une terme fois. par C'est-à-dire qu'en un autre. fait, toutes les analyses, quand on parle de problèmes ethniques, on fait référence à la race. C'est stupide, en fait, parce que, évidemment, quand on dit oui, des quartiers ethniquement défavorisés, bah, vous êtes en train de dire que c'est une race. Parce que déjà, l'ethnie, en tant que telle, le terme ethnie est impropre. C'est pas seulement parce qu'on le parle, on l'utilise plutôt en Afrique. C'est parce qu'une ethnie, c'est quelque chose. C'est un groupe, une langue particulière, une culture donnée, une histoire commune. C'est quelque chose de très large. Et encore, je passe les 15-20 détails qu'on pourrait avoir sur les ethnies. Ça ne veut rien Et dire. tu nous précises C'est-à-dire très qu'en fait- régulièrement qu'il y a énormément d'ethnies dans Bien les sûr, différents pays parce que ce africains. sont des Et groupes. que ainsi, on ne pourrait pas, par exemple, dire que les Noirs forment une ethnie, Non. ce qui n'aurait aucun sens. Bien sûr que non. Dire que ethnie, c'est vraiment quelque chose qui, je vous le dis, pour aller très vite, c'est d'abord la langue, c'est aussi le groupe, l'histoire, l'origine, la culture commune. C'est quelque chose. On n'a pas ça. Et c'est pour ça que quand les sociologues disent des quartiers ethniquement défavorisés ou autres, intrinsèquement, ils font référence à la race. C'est parce qu'ils ne veulent pas le dire, les Noirs sont défavorisés, ou les Noirs, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire ça, parce qu'ils ont point un terme qui est, dans le jargon, plus accepté, parce que ça a l'air moins choquant. Je veux dire que les termes, maintenant, ont des points, sont moins choquants. En tout cas, c'est pour dire que maintenant, le racisme, il est passé du point de la différence, j'allais dire biologique, qui ne veut rien dire. On peut être différent, on constate notre différence. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème, et on vit avec, et on vit très bien. Apparemment, les Français sont tolérants. C'est le problème de ce racisme aujourd'hui, c'est que le terme en tant que tel ne veut plus rien dire, parce que ce sont des éléments économiques, donc secondaires, c'est ce que j'allais dire. Des éléments secondaires qui s'ajoutent à ça, et qui font que le racisme aujourd'hui, c'est une race
Un problème. La plupart des délinquants sont noirs et arabes, du type Zemmour. Et je ne comprends toujours pas, donc, étant donné qu'on a à la fois une caractéristique, entre guillemets, de peuple, hein, je dis bien entre guillemets, en race, et du secondaire, pourquoi l'antisémitisme existe encore aujourd'hui? Pourquoi ce terme? Des fois, j'ai entendu des personnes dans des débats dire que l'antisémitisme c'était plus grave que le racisme. On peut retrouver les bandes, c'était dans des débats assez récents, hein, où il y avait des films des têtes qu'on voit souvent à la télévision. L'antisémitisme est pire que le racisme. Si on prend l'antisémitisme, c'est entre guillemets la même chose que le racisme. Alors, c'est un peuple, je vais poser, une religion. et c'est ça les éléments secondaires. Je vais poser la question pour que nos auditeurs comprennent bien la réflexion. Dans ce cas-là, est-ce que nier l'antisémitisme, ce n'est pas nier tout simplement la haine du juif en particulier qui je dirais, est plus mise en avant peut-être que d'autres haines, peut-être différentes. Est-ce qu'il y a une haine du chrétien? Est-ce qu'il y a une haine du musulman? Est-ce qu'il y a une haine Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'on sait ce qui caractérise, mais le terme en lui-même n'est pas approprié. Certes, mais alors, est-ce que ça suffit à finalement nier toute la réalité qu'il y aurait derrière? On peut parler de racisme anti-juif, ça m'irait mieux. On peut parler... Parce que le problème du racisme, le problème du terme raciste, c'est que pour les Noirs, les Arabes, les Asiatiques... C'est un terme générique, déjà. C'est un terme générique, alors on fait aucune distinction entre tout le monde, déjà, le terme raciste. Alors, pour les Juifs, il faut faire une distinction, alors que les caractéristiques qui sont souvent accolées aux racistes, donc l'origine, les éléments secondaires, les Juifs sont des banquiers, etc., ce sont des éléments secondaires qui, quand on parle de racisme, font référence aux Noirs, aux Arabes, aux Asiatiques, ou je ne sais pas, je donne des termes comme ça. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, pourquoi on ferait une distinction pour les Juifs et pas pour les autres? Dans ce cas-là, il devrait y avoir un terme antisémitisme, tu disais négrophobie, je crois. Non, mais c'est exactement... Ça veut rien dire. Mais je suis tout à fait d'accord avec Marc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on commence à opérer une distinction, il faut aller complètement dans ce mouvement, c'est-à-dire parler d'islamophobie, de négrophobie, plus justement de judéophobie plutôt que de parler d'antisémitisme. Il faut utiliser des mots pour toutes les catégories de racisme. Ou alors, on parle génériquement de racisme et on ne fait plus la distinction, ou du moins plus a priori, et peut-être qu'à l'intérieur de l'étude, évidemment, même qu'à l'intérieur de l'étude, on va, pour les différentes catégories incriminées, avoir une étude plus poussée. Mais c'est complètement aberrant de voir, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on fait cette distinction dès le début, dès le nom de l'enquête, on peut penser, et rien que le fait que ça puisse amener à penser qu'il y a un traitement différencié pour l'un et l'autre groupe, ou pour un groupe particulier vis-à-vis de l'ensemble des autres, je trouve ça assez limite. Le procédé est minable. Il force la confusion, et il force, à mon avis, vous voyez, la distinction, ce qu'on vient de soulever avec Hugo, dire oui, pourquoi il y a un terme en plus voilà, ça peut amener des gens, tu voulais le dire, je te laisse le dire alors. Ça va justement accentuer le phénomène, et c'est assez dommageable. Je voulais revenir sur ce que disait Marc sur le terme ethnie. Marc nous parle assez régulièrement des ethnies en Afrique, et le fait que l'on utilise aujourd'hui dans les études sociologiques, comme vous l'avez dit, le terme ethnie, où plus souvent on essaye d'avoir une version hybride, on parle de groupes ethno-nationaux. Oui, sachant qu'en statistique, on n'a pas le droit de faire certaines statistiques concernant, tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas dissocier les personnes noires et les personnes blanches dans les statistiques, par exemple, à l'inverse de certains pays. Voilà, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que c'est assez dommage aussi que l'on ait cette... j'appelle ça de l'hypocrisie. Ah oui. On ait l'impossibilité de faire ce genre d'études qui pourraient être très bénéfiques justement à l'étude précise des problèmes, voir justement et pouvoir étudier les questions de racisme précisément dans des quartiers donnés et savoir si il y a en effet discrimination, quels groupes sont discriminés précisément, est-ce que ce sont plus... Et là, on pourrait aller même plus en détail, voire aussi par pays, parce que les différences ne sont pas seulement raciales, si il y a...
elles sont aussi en fonction de certains pays, parce qu'il y a comment dire, des processus de solidarité entre personnes d'une même ethnie ou d'un même pays, c'est selon. Voilà, donc il y a aussi à voir plus en détail, et cela ne peut être possible que par, je pense, des études ethniques ou raciales, ou peu importe comment on veut bien les nommer, mais pourvu qu'elles existent. Messieurs, je vous remercie pour cette première partie sur l'aspect un petit peu théorique du phénomène et l'analyse de cet article. On pourra revenir évidemment sur cet article dans le courant de cette émission. À l'image de ce qui s'était passé en France il y a quelques mois maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur qui qui souhaitait rentrer dans un métro et qui s'en faisait exclure par des supporters, alors je ne sais plus de quel club, De Chelsea, voilà, qui lui refusait l'entrée dans le métro sous prétexte que ce monsieur était un monsieur noir, tout simplement. À l'image de ce qui s'était passé à l'époque, il y a la multiplication de ce genre de phénomène aux États-Unis, puisque le racisme là-bas est pointé du doigt depuis maintenant quelques semaines dans l'actualité. On voit depuis bien plus longtemps, Hugo me fait signe, mais on en parle effectivement depuis plusieurs semaines, que lorsque un homme est pourchassé par les forces de l'ordre, il s'ensuit souvent des altercations musclées, voire mortelles, de la part des forces de l'ordre. Plusieurs vidéos circulent sur Internet. C'est le cas de cette vidéo où on voit plusieurs personnes des forces de l'ordre donner des coups de pied à un monsieur dans le désert. C'est le cas de cette vidéo, je ne sais pas si les gens voient de quelle vidéo je fais référence, où une voiture de shérif ou de police vient percuter un homme qui se promène dans la rue et qui était recherché. Voilà, différentes vidéos violentes où on voit la dérive raciste, point d'interrogation, je vous laisse y répondre d'ici quelques secondes, mais voilà où ce genre de phénomène se multiplie pour le moment il ne semble pas se calmer, entre guillemets. Alors non, ça me semble que ça ne se calme pas. Alors, parler de ce phénomène, c'est déjà pour nous revenir sur quelque chose dont on avait déjà parlé en novembre dernier, au moment des événements de Ferguson et de Cleveland. C'était surtout, tout à fait. Voilà, avec Cleveland, ça avait d'énormes mouvements sociaux dans les rues de plusieurs villes des États-Unis, notamment les deux villes nommées, mais plus encore. Et aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène, comme tu l'as dit, des mouvements de contestation qui ne se sont pas vraiment arrêtés, mais qui reprennent parce que dernièrement, un homme s'est nouvellement fait tuer, 8 balles dans le dos, un homme noir, non armé, qui se fait tuer par un policier blanc, manifestement armé, vu qu'il lui a collé 8 balles dans le dos. Et tout cela n'a été possible, toute cette affaire, toute la mayonnaise est montée, n'est montée que grâce finalement à une vidéo qui a été prise par un amateur, un passant qui passait par là, et derrière le grillage de Spark a pris toute la scène en vidéo, et cette vidéo s'est répandue sur la toile, et elle a permis de commencer à mener une action contre le policier qui a du coup tué cet homme noir de 50 ans. Et pourquoi cette vidéo est importante? Parce que il y a aux États-Unis, et c'est ce qui amène à ces énormes manifestations, il y a un sentiment d'impunité pour les policiers. Les policiers tuent des hommes noirs non armés, et pour autant, ils ne sont pas poursuivis. Une autre affaire sordide également, un policier volontaire, 70 ans il me semble, et même plus, descend un homme noir, non armé, parce qu'il avait confondu son taser et son pistolet. Forcément, ça ne fait pas le même effet. Et du coup, voilà, ce genre d'erreur, bourde, bavure, avec différents degrés, mais toujours la même finalité. La mort d'un homme noir non armé, qui rappelle évidemment les premières affaires qui avaient soulevé les États-Unis. La première affaire, celle qui
a marqué les États-Unis et qui, évidemment, s'est répandu jusqu'à l'Europe et à la France, c'est l'affaire de Trevor Martin, qui avait été tué par un patrouilleur, George Zimmerman, et ce dernier avait été libéré finalement, parce qu'il avait plaidé la légitime défense, il pensait que l'homme noir en face de lui était armé, et ce jeune homme de 17 ans, non armé finalement, avait été tué. Et ça a été le début de ce scandale. C'était en 2012, on est en 2015, il y a 3 ans, et évidemment, de Trevor Martin à Walter Scott, le dernier en date, celui qui s'est fait tuer de 8 balles dans le dos, les affaires se sont multipliées. Et forcément, quand vous avez ce que j'appelais ce sentiment d'impunité, ce sentiment d'injustice également, parce que teinté évidemment de cette note raciale, entre un policier blanc et un civil noir, forcément ça amène ce genre de mouvements sociaux gigantesques, et ça amène aussi dans un pays qui est gouverné par un président noir, Barack Obama, ça amène à la réflexion, à un vrai débat de société pour le coup. Marc, souhaites-tu rapporter une réflexion à ce débat ? C'est-à-dire que c'est évidemment un vrai problème que Hugo vient de soulever, et avec toutes ces bavures policières et autres. Et c'est vrai que alors je ne sais pas si en France ça pourrait être possible, en tout cas Si, alors je laisse Marc finir, et c'est là que ça devient assez tragique pour nous Français, c'est que La passerelle entre ce il qui se passe. y a une passerelle, mais Vas-y, avec un degré moindre, mais bon, alors je Vas-y, le fais directement. Voilà, c'est arrivé il y a assez peu de temps qu'un homme noir finalement meurt après une interpellation. Les circonstances sont assez floues pour le moment. L'enquête est en cours. La famille se sent bafouée finalement. Elle se sent aussi mise à l'écart de l'enquête. Elle ne comprend pas. Mais quoi qu'il en soit, un homme noir est mort après son interpellation. C'était au début du mois d'avril, il me semble. L'affaire a eu du mal à sortir, mais on a eu écho il y a quelques jours de cela. Alors bien sûr, ce n'est pas une mort par arme. Le rapport aux armes à feu est évidemment différent entre nos deux pays, mais l'affaire commence à s'immiscer. Donc évidemment, ça pose aussi la question des bavures policières. C'est voilà, toute cette question-là de ce qu'un policier peut faire, de sa liberté également, des poursuites judiciaires envers les forces de l'ordre. Et ça me rappelle évidemment l'exercice de Copwatch. Je ne sais pas si vous connaissez, vous deux, ou si les auditeurs connaissent cette association, ce blog, qui se donne pour mission d'être en quelque sorte surveillant des forces de l'ordre et de mettre en lumière toutes les bavures qui peuvent exister en filmant de manière cachée, plus ou moins cachée, ces pratiques-là pour faire en sorte que cela cesse. Voilà, pour faire en sorte que cela cesse avant que cela n'arrive, évidemment. Parce que quand, aujourd'hui, on a la vidéo de Walter Scott qui se prend 8 balles dans le dos, ou tu as cité évidemment d'autres vidéos, eh bien on arrive après les faits. Et donc après les faits, c'est évidemment trop tard. Évidemment que le souhait est que cela n'arrive plus, mais plus jamais ça, comme l'on disait à une certaine époque. Mais le fait est que les affaires se multiplient. Et donc, Ou en tout cas, tu continues. Oui, les affaires continuent, donc s'entassent, se multiplient, et que nulle réforme n'est encore sur la table, ni en France, ni aux États-Unis par ailleurs. Que je me permets de signaler une idée que l'on avait déjà évoquée en novembre, qui est liée elle aussi à la vidéo, celle de placer une caméra sur les policiers pour justement qu'ils aient pour prévenir en fait le danger, parce que ils savent qu'ils sont filmés, et c'est finalement un peu comme les caméras de surveillance. On se dit je suis filmé, on sait ce que je suis en train de faire. Big Brother is watching you. Donc
on va être amené à se modérer, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, peut-être que là, on a un début de solution, évidemment, que la plus grande partie de la solution se trouve dans les têtes, dans les représentations. Je me permets d'intervenir et on laissera finir Marc sur son argumentaire de tout à l'heure ou en réponse à ce que tu disais. Mais excuse-moi, tu parlais des caméras de vidéosurveillance. Moi, je veux bien. L'article la scène dont je vous parlais et qui est issue du Figaro.fr où on voit un policier qui écrase un suspect, bon alors qui cette fois-ci était armé, mais écrase vient percuter un homme qui hormis le fait qu'il est armé, se balade tout simplement dans la rue. Cette scène est filmée. Oui, non, mais j'ai dit... Par les forces de l'ordre. Oui, je n'ai pas dit que c'était la solution à tous les problèmes, évidemment. Mais je dis simplement que ça peut être une manière de modérer. C'est ce que je disais juste avant. C'est que c'est une petite solution, mais peut-être que ça peut aider, en tout cas, à avoir des procès équitables, des procès, avoir les preuves, tout simplement. Parce qu'à l'heure actuelle, sans vidéo, la parole du policier est au-dessus. C'est ce que on voyait également à Ferguson, où il y avait cette histoire de grand jury, et que finalement le policier n'a pas eu de sanction outre mesure. Voilà, c'est toute la question de l'impunité. Et cette question également des violences policières doit être ramenée évidemment à la question du rapport racial, parce qu'aux États-Unis, il faut bien remarquer qu'il y a une très faible part des policiers qui sont noirs. Donc il y a une sous-représentation des policiers noirs, et forcément, ça joue dans les rapports sociaux. Vous précisez quand même que sur cette affaire que j'utilisais à l'instant là comme démonstration que la vidéo n'est pas toujours, n'empêche pas les bavures policières. Il ne s'agissait pas là d'un acte raciste, mais simplement d'une arrestation musclée. Précisons les choses. Marc. Oui, alors, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était, le problème c'est que je ne suis jamais allé aux États-Unis et je n'y vis pas, donc je connais pas, c'est difficile de parler, je pense qu'on peut ressentir vraiment les choses quand on vit dans un pays donné, qu'on peut ressentir comment les gens peuvent apprendre quand on quelque a une chose, expérience ou même du pays. moi en tout cas, pour avoir rencontré notamment pour en connaître, on avoir rencontré des policiers de la police, des personnes de la police nationale. C'est vrai que souvent, ceux qui travaillent notamment dans le 9-3, pour ne pas les citer, tout le monde dit bah oui, j'ai rencontré une forte proportion de personnes qui tout de suite noirs et arabes, tout de suite les délinquants noirs et arabes, tout de suite, et voilà. Donc c'est quelque chose aussi qui régionalement doit être analysé. Et là, dans le cas des États-Unis, nationalement et ou fédéralement, je ne sais pas, je ne peux pas connaître. C'est vrai qu'en tout cas, je me dis d'un côté que si ça fait une polémique énorme, je me dis que c'est peut-être aux États-Unis ou même que c'est arrivé jusqu'ici, c'est peut-être épisodique. Enfin, je me dis, je sais pas, je ne connais pas. Et en tout cas, je sais que, enfin, je sais qu'il y a un vrai problème sur ces questions-là. Le fait que les flics vont dire, bah oui, mais des fois, les flics vont dire, bah oui, parce que c'est normal, on fait du délit de faciès, ou on travaille principalement dans des zones à risque, ce qu'on va appeler les zones à risque. Ça, c'est les grands trucs, les zones comment on appelle ça, oui, les zones pas à risque, il y a un autre terme quand on dit zone à risque. Bref, il y a un terme où ça craint, on dit généralement. Oui, zone de sécurité prioritaire. Voilà, les ZUP, voilà. Non, les zones urbaines sensibles. Voilà, les zones sensibles, c'est ça que je cherchais. Les ouais, enfin, en tout cas, donc on a toujours ça à faire. Mais alors, je vais poser la question inverse. Et là, je vais me faire l'avocat du diable. Alors, on a des statistiques dans l'article que Hugo vient de citer. Il y a un parallèle, je vous assure. Et il y a des chiffres. Bon, très bien. Moi, je poserai la question inverse en disant, constater, c'est très bien, expliquer, c'est autre chose. Parce que, quand on constate, on dit, bah voyez, les gens sont comme ça. Mais, en enlevant tout rapport ou toute étude vis-à-vis des races ou vis-à-vis ou même des ethnies, ça ne veut rien dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on ne ferait pas un travail qui consisterait, s'ils veulent vraiment abroger le racisme ou mettre tous ces termes-là, pourquoi il n'y aurait pas des études qui seraient faites pour savoir
À quel niveau c'est faux ou à quel niveau ça peut être vrai, certaines affirmations, je n'en sais rien, je pose la question. C'est ça qu'il faudrait faire. Parce que c'est pas en disant que les Français sont racistes que ça va changer. Il faudrait des études qui reprennent les arguments et qui, certes, ça sera fait racialement ou d'une certaine manière, ethniquement, s'ils préfèrent, mais au moins les chiffres sont là et il faudrait une enquête. C'est pas un débat national dont on a besoin, c'est des enquêtes faites au niveau national qui nous disent si, est-ce que, comme disait Zemmour, la plupart des trafiquants sont arabes, est-ce que c'est vrai ou pas? Les études parleront si elles sont bien faites. Est-ce que si les juifs, on rapporte truc à l'argent, je sais pas quoi, faites des études, essayez de chercher si oui ou non c'est vrai, et après essayez de démonter ces arguments en disant, bah, vous voyez, c'est n'importe quoi. Mais ce que tu dis là, c'est que finalement tout le monde s'exprime parfois sur des préjugés, mais d'un autre sens, tout le monde s'accorde à défendre l'idée inverse sans avoir finalement de fondement non plus. Bah oui, parce que je vous dis, constater est toujours plus facile qu'expliquer, comme le dit un proverbe congolais. Mais bon, on s'en fiche de la référence. Et ça, c'est traduit d'une langue locale, donc ce n'est pas, c'est pas C'est forcément. bon, t'es en train de nous dire que finalement ta phrase ne sert à Si, rien. si, si, non, mais il y a d'autres, elle est un peu plus longue, mais en tout cas, le gros, c'est ça. Donc voilà, faisons des études qui, pour le coup, jouons avec les arguments qui nous sont donnés et faisons des études. Et oui, et à la limite, on pourrait essayer de faire dans les études des espèces de quotas d'origine nationale. Je sais pas, si on veut pas utiliser le terme race, par exemple. De quelle origine vous êtes depuis un certain temps, on dit souvent ça, peut-être quelle origine. Bah voilà, faites, voilà, en fonction de ça, faites, voilà. Donc ça nous évitera de dire bah, c'est un arabe ou c'est un noir, ou c'est un juif ou c'est un asiatique. Voilà, bon. Alors ceux qui sont originaires d'Asie, on remarque que ça. Ceux qui sont originaires de là, on remarque que ça. On remarque, voilà. Donc au bout d'un moment, moi c'est ça qui m'énerve un petit peu dans ces études du type, j'ai oublié le nom de l'auteur, enfin en tout cas de l'Obs. Monsieur Thomas Guénolé, Voilà, c'est que déjà d'une. Je serais curieux de voir comment ont été faites les qui cite pardon l'observatoire, autant pour moi, qui cite la Commission nationale de consultative des droits de l'homme. Voilà, donc, voilà déjà. Moi, je serais curieux de savoir comment ces études ont été faites. Parce que moi, déjà, les sondages, ou même les études, parce que c'est à peu près la même chose, hein, faut avouer, les sondages, bon, les études, c'est fait à plus grande échelle, bien évidemment, mais les sondages, ça reprend le même principe à un niveau plus grand. Et il est vrai que quand certaines personnes ont tenté de faire des sujets borderline, ou aborder des sujets mainstream, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Ça veut pas Ils dire se la même font chose. souvent, ah bon, je sais pas. Alors des sujets, alors Mainstream, borderline. ça veut dire dans le sens du courant. Ah bah non, bah alors borderline, on va dire. Contre-courant. Contre-courant, ça a posé ça a posé un certain nombre de problèmes. Regardez celui qui a écrit Monsieur Lagrange, qui est un sociologue, qui a travaillé à l'époque sur un bouquin qui s'appelait Le déni des cultures, et qui disait que certains quartiers ressemblaient à des quartiers, bon, le terme était un petit peu osé, mais à des quartiers africains ou à des quartiers d'Alger, etc., dans certains banlieues. Tout de suite, il s'est fait attaquer. Alors moi, j'aimerais juste que, au lieu de s'accorder toujours sur certaines populations, que l'étude soit faite au niveau national et qu'elle soit faite avec les arguments qui sont évoqués dans cet article, c'est-à-dire travailler en fonction des races. Vous mettez le terme ethnie si vous voulez, mais pour moi ça ne veut rien dire. Travailler en fonction des races, savoir si c'est vrai ou non. Faites des quotas de prisons d'enfermés pour savoir qui sont le plus représentés, pour voir si les Français finalement c'est une vue de leur esprit ou c'est vrai. Je ne connais pas la réponse. Enfin, c'est aux études de le faire. Et il faut que des études de ce genre-là soient faites, c'est tout. Et donc, pour revenir à la question du début, qui consistait justement aux États-Unis, je dirais que je ne peux pas me prononcer parce que déjà je ne connais pas le pays et surtout je ne sais pas si les quotas ont été faits énormément ou non. Je sais que dans certaines branches de la police, il y a évidemment ce sentiment-là de surdomination de certaines catégories d'individus dans les délits, voilà, pour le dire. Et c'est ça qui aussi peut expliquer certaines bavures policières. Enfin, expliquer, non, mais en tout cas qui ne les légitiment pas, mais qui les explique. Et c'est pour ça que, voilà. Tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite juste après ce petit jingle. Et puis, nous poursuivrons cette émission avec nos auditeurs. À tout de suite. Suivez-nous sur radio-rec.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Et voilà, vous aurez reconnu bien sûr notre jingle de la radio, le temps de cette petite pause, le temps d'accorder la suite des débats. Nous sommes toujours bien sûr sur notre émission, nous allons discuter dans cette deuxième partie et nous allons poursuivre notre étude de cas sur les États-Unis. Marc parlait il y a quelques instants de ne pas avoir été dans un pays et donc du coup de ne pas forcément en connaître le ressenti. Eh bien pour cela, Politiquement Incorrect innove, nous allons appeler Raphaël, notre chroniqueur, vous le savez, vous l'avez déjà entendu dans cette émission à plusieurs reprises et nous allons essayer de le joindre afin, eh bien, tout simplement de lui demander son ressenti sur la situation. Voilà Marc, comment répondre à ta question finalement. Ah, alors excuse-moi, j'avais pas allumé ton micro. Oui, parfait. Ben oui, parfait, effectivement. On va essayer, alors je vous garantis pas la réussite et dans ce cas-là on pourra faire un best-of de cette émission, mais on va essayer, alors déjà je sais même pas, ah voilà, démarrer un appel, c'est beau, le fonctionnement de tout ça. Voilà, plutôt que de parler un peu dans le vent, bien sûr, on s'est renseigné chacun de son côté, mais si on peut recueillir l'avis de Raphaël, qui, précisons-le, est actuellement aux États-Unis, précisément à Cincinnati, ça serait encore mieux, parce que lui ressent les choses. Pour en discuter régulièrement avec lui, c'est vrai que ça le touche particulièrement. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir tout le monde. Voilà, regardez, c'est beau comment ça fonctionne. C'est magnifique. C'est le 21e siècle. Ah là là, c'est formidable. Vivement le 22e. Je ne sais pas si c'est Hugo qui a traité de l'affaire, je ne sais pas si tu es au courant de ce dont nous discutons ce soir et surtout sur quel débat nous étions, si tu as écouté le début de cette émission ou pas. J'ai voulu, mais j'ai eu quelques problèmes techniques, à vrai dire, à écouter l'émission en direct. Alors nous étions en train de débattre sur les différentes affaires de racisme qui ont touché les États-Unis après avoir un petit peu remis un cadre théorique à tout cela en parlant un peu de la France et de l'article que Hugo nous avait envoyé pour préparer cette émission. Et Marc disait qu'il était difficile pour lui, évidemment, de parler d'un pays dans lequel il n'est jamais allé, en l'occurrence les États-Unis. Bah oui, c'est vrai que parler de l'extérieur, c'est toujours un problème, notamment au niveau de la légitimité et de la compréhension des choses. Et c'est vrai que depuis que je suis ici à Cincinnati, j'ai pu constater d'énormes différences entre les traitements, en tout cas accordés aux questions raciales et religieuses aux États-Unis par rapport à ce qu'on voit en France au quotidien. Alors Hugo avait une question. Non, mais pour en parler régulièrement avec toi, c'est vrai que tu me montres sans cesse la grande sensibilité qu'il y a à propos de toutes ces affaires-là. Et également, plus précisément, tous les mouvements sociaux, je dirais l'organisation des Noirs comme un groupe politique organisé. Alors oui, tu fais bien de pointer ça du doigt parce que c'est selon moi la grosse et la plus grande différence entre les deux pays et les deux cultures. C'est-à-dire qu'en France, quelqu'un qui est à l'université ne pourra pas créer d'association, par exemple, des étudiants noirs de l'université ou des étudiants hispaniques, tu vois, quelque chose de très restrictif comme ça. Ici, c'est monnaie courante, c'est-à-dire que moi, il y a un mois, je suis allé à un dîner de gala pour les étudiants africains de l'université. Le mois d'après, c'était pour les étudiants hispaniques.
Il y a quelques jours, c'était l'association des femmes de l'université, l'association féminine, qui organisait un gala. Et si tu veux, toute la société est régie par ces groupes qui s'organisent entre eux et qui défendent leurs propres intérêts. Alors en France, on a tendance à considérer et à décrire ça comme du communautarisme, avec tout l'aspect négatif que ça comprend dans la définition franco-française. Mais c'est vrai que vu d'ici, on comprend tout de suite mieux l'intérêt qu'ont ces organisations dans l'avancement des débats. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où on arrête de nier assez utopiquement, comme on le fait en France, les différences entre les groupes de gens, ça permet d'installer un débat beaucoup plus profond et beaucoup plus instructif, et ça permet aussi à ces communautés justement de se défendre et d'avancer dans leurs droits. Et pour moi, c'est ce qui explique, alors on n'a pas la même histoire, c'est sûr, mais vu que le débat est beaucoup moins tabou, qu'on a beaucoup peur de mettre des mots sur les choses, je pense que les choses avancent plus vite. Et c'est notamment pour ça que les Afro-Américains ont gagné tant de place et en tout cas tant de pouvoir, si je puis dire, dans la société. C'est-à-dire que, en s'organisant, on fait avancer les choses. Et c'est ce qui s'est passé il y a 50 ans aux États-Unis par rapport au Civil Rights Act qui a été signé dans les années 60. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on peut décrire ça comme du communautarisme. Même il y a 60 ans, on aurait très bien pu dire, oh regardez, tous ces Afro-Américains, ils sont entre eux, ils manifestent entre eux. Attendez, à un moment, ils défendent leurs droits, il faut avancer leur cause. Et moi, je trouve ça plutôt légitime. Oui, justement, c'est exactement ce à quoi je pensais. Les fameux mouvements des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, avec Martin Luther King notamment, Martin d'ailleurs. Est-ce que tu as l'impression qu'on a face à nous une phase 2 de ces mouvements-là ? Alors, ce qui est sûr, c'est que son combat n'est pas terminé. Ça, j'en suis certain. Forcément, la cause a avancé. On a un président métis à la Maison-Blanche, alors avec tout le symbolisme que ça représente, évidemment. Par contre, c'est vrai que sur le campus à l'université, qui est par ailleurs, à mon goût, en tout cas de ce que j'ai pu vivre en France et ici, beaucoup plus politisé que ce que j'ai pu vivre en France, on a un débat constant autour de ces questions raciales. Je suis allé notamment à la projection du film Selma, qui justement retrace un bout de la vie de Martin Luther King. Et immédiatement après le film, on avait un débat avec un échange, les ressentis des étudiants, le vécu, et ce qui ressortait globalement de leurs propos, c'était justement que ce combat n'était pas terminé et qu'il fallait continuer à lutter dans ce sens-là. Donc la cause n'est évidemment pas gagnée. On l'a vu avec les nombreux crimes racistes qu'il y a eu ces derniers temps. Mais les choses avancent et les débats avancent aussi. Et je pense que c'est la principale différence. C'est qu'en France, on se cache derrière une république, quelque chose de très abstrait. On est républicain ou on ne l'est pas, il n'y a pas de religion, pas de différence. Moi, j'ai un mal fou à expliquer aux Américains qu'en France, on ne demande pas, par exemple, sur les sondages, tous les trucs comme ça, la couleur de peau des individus ou leur religion. C'est-à-dire que ça, ils ne le conçoivent absolument pas. Pour eux, si vous voulez, la différence, elle est là. C'est-à-dire que mon colocataire, qui est afro-américain et qui est président d'une association d'étudiants afro-américains, à laquelle j'ai participé notamment, qui se réunissent toutes les semaines pour parler de questions sociétales, politiques, un peu finalement comme on le fait à Radio Rec, mais ils le font entre étudiants afro-américains parce qu'ils savent qu'ils partagent la même expérience à l'université. Et c'est-à-dire que du coup, alors on peut regretter justement, on se dit, mais finalement tout le monde reste, il y a une sorte d'entre-soi qui se met en place, mais en même temps, ils partagent une expérience qui est commune. Si vous voulez, même avec toute la bonne volonté du monde, moi, je peux très bien essayer de comprendre ce qu'il ressent en tant qu'afro-américain dans des universités à majorité blanche. Mais j'arriverai jamais à être sur le même pied que lui. C'est-à-dire que lui, il pourra m'expliquer, mais je ne serai jamais dans ses baskets, si je puis dire. Donc, à un moment donné, en France, on a du mal avec ça. C'est-à-dire que dès qu'on prononce le mot blanc, noir, quoi que ce soit, tout de suite, on sent que la discussion commence, si vous voulez, à être un peu tendancieuse, quoi. On n'aime pas trop rentrer dans ces débats-là en France. C'est pas quelque chose de très commun. Et je pense que cette peur du débat autour de ces questions-là ne fera jamais avancer les choses. Après, on peut parler de l'histoire. On a une nation de migrants aux États-Unis, quelque chose de très différent en France. Mais le fait est que
que le système ici est peut-être effectivement plus réaliste, en tout cas que ce qu'on essaie de faire en France. Marc, tu avais peut-être une question, non? Non, j'ai pas de question, mais en tout cas, je suis content parce que j'ai à peu près dit la même chose en disant qu'on avait une peur justement de dire les choses, de parler avec les bons termes, justement, par exemple, d'avoir des caractéristiques, je vais dire, raciales pour le coup, même si le terme est pas le mieux, mais en tout cas, c'est mieux qu'ethnique, je trouve. Et je suis content que Raphaël me dise, en tout cas, moi, je ne sais pas s'il partage cet avis des Américains, mais en tout cas, voilà, je considère que ça peut faire avancer les choses, en tout cas, vraiment de faire et même ce que je disais, et peut-être que Raphaël n'a pas entendu, mais faire vraiment des études en employant les bons termes, en catégorisant vraiment les personnes. C'est ça qui fera avancer le débat sur le racisme, l'antisémitisme et autres, que de balancer des chiffres en disant les Français sont racistes. Si on n'arrive pas à faire des études avec les termes qu'il faut, les populations visées et autres, on ne fera jamais avancer les choses. On n'a pas besoin d'une conférence nationale sur le racisme, on a besoin d'études qui démontrent ou démontent les faits qui sont évoqués, enfin les chiffres qui sont donnés par le nouvel. Enfin, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si Raph, tu partages cet avis. Alors écoute, moi c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai constaté cette différence. Elle est visible, que ce soit à la cafétéria ou sur le campus. Je pense qu'elle est visible, cette différence. Par ailleurs, il y a un temps d'adaptation forcément parce que la culture est différente. Mais une fois qu'on réfléchit à ces questions-là, qu'on se pose de manière raisonnée et qu'on y pense en profondeur, je pense sincèrement que le système américain, le modèle américain à ce niveau-là, est beaucoup plus enclin à faire progresser le débat qu'en France où on le fige, entre guillemets, par peur justement d'aborder ces questions, parce que ces questions-là sont directement liées, alors peut-être parfois dans l'inconscient collectif, mais sont directement liées à l'extrême droite, au FN, et comme on veut en aucun cas apparaître lié à ce parti d'extrême droite, et ben on évite de parler de ces questions-là. Et ça a été l'une des tares justement de la gauche pendant des années, c'est-à-dire que en évitant de parler de ces questions-là, que ce soit de couleur de peau, de religion, ils ont laissé l'extrême droite se les approprier et justement draguer un électorat qui recherchait des réponses à ces questions. Là-dessus, Raphaël, je ne sais pas si... il y a aussi un autre point. Hein, on peut dire que la gauche a laissé faire l'extrême droite ou dire que la droite a favorisé le terrain à l'extrême droite en créant un ministère chargé de cette identité nationale, par exemple. Non, mais loin de moi d'expliquer tout ce phénomène français par le prisme de l'inaction du PS pendant des années. On peut très bien séparer les torts, c'est-à-dire que effectivement la droite a contribué largement durant la dernière décennie à sensibiliser ces questions, à les rendre de plus en plus inaudibles entre guillemets, mais effectivement la gauche, en ayant peur de rentrer dans ces débats-là, n'a pas forcément fait avancer les choses de son côté. Donc je pense que elle n'a pas forcément adapté la meilleure stratégie, si vous voulez, parce qu'on en arrive au résultat actuel, c'est-à-dire où finalement l'extrême droite a plus ou moins gagné à ce niveau-là, c'est-à-dire que les questions qu'ils mettent en avant depuis des dizaines d'années ont gagné tout le champ politique et tout le monde reprend plus ou moins la rhétorique présente. Eh bien, merci beaucoup Raphaël d'avoir participé à cette émission de Politiquement Incorrect. Tu reviens quand tu veux en tout cas. Écoute, c'est très gentil. J'espère que je vais réécouter un podcast. De toute façon, j'espère que ça vous fera réfléchir si certains auditeurs sont assez dubitatifs par rapport à la question. Mais c'est vrai que le vivre fait quand même grandement avancer la réflexion. Eh bien, en tout cas, bonne fin de séjour et à très vite. Et merci beaucoup d'être venu ce soir. Eh bien, bonne fin d'émission à vous. Merci. Merci, bonne soirée. Ciao. Messieurs, nous poursuivons notre débat et nous allons changer de continent. Nous allons arriver sur le continent africain, puisque nous parlons de racisme ce soir et qu'il y a également sur le continent africain, et ce soir nous allons nous concentrer sur l'Afrique du Sud par les événements récents, des situations problématiques. Notamment, c'est encore une fois l'Obs qui nous fournit un article, Sous le feu des critiques pour avoir montré la violence en Afrique du Sud, c'est le titre de l'article que j'ai sous les yeux, et effectivement où il est montré des violences qui se produisent en Afrique. Mais voilà, si on ne les montre pas, ces violences, elles sont alors méconnues et on ne peut pas en parler. Et donc, je vais vous laisser, et en particulier Marc, nous conter un petit peu ce qu'il se passe en ce moment et quel est le climat sur place en Afrique du Sud. Juste en préambule de Marc, Hugo, alors juste de dire que Nico n'a qu'une source,
L'Obs. Voilà. Il ne fait que ça. Il ne lit que l'Obs. Moi, vous savez, je tape sur Google quelques mots-clés, on me donne l'Obs, je suis très content. Hein. C'est bah, pas c'est du bien, travail hein. journalistique. Non, non. Non, mais il faut sélectionner les Ouais, sources. Je ne suis pas journaliste, je suis présentateur. Bon, laissons parler le spécialiste. Non, je suis pas. Non, non, vraiment, l'Afrique du Sud, je ne connais que partiellement. Je L'expert. connais que partiellement l'Afrique du Sud. Non, en tout cas, je voudrais préciser quelque chose avant. Les violences en Afrique du Sud, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années qu'on n'en parle pas, mais ça fait des années que ça dure. Alors là, on a évidemment un chamboulement parce que le Malawi a décidé d'évacuer ses ressortissants, le Mozambique a demandé aux autorités sud-africaines de protéger leurs ressortissants, leurs nationaux. Jacob Zuma, qui est le président de l'Afrique du Sud, a carrément annulé un voyage un voyage officiel qui devait avoir lieu. Donc on a une situation qui est dramatique, mais qui est, j'allais dire, depuis 10 ans régulière. Là, en plus, on a carrément dans cette région du Natal, c'est une région Zoulou qui est dans l'est de l'Afrique du Sud. On a donc les Zoulous, je précise que Jacob Zuma est un Zoulou, de l'ethnie Zoulou. Les autres sont les Soto et les Kossa. Mais en tout cas, lui est un ethnie Zoulou. Et son fils a carrément appelé au pogrom dans cette région du Natal. On a donc une situation qui là a pris un degré, c'est ça aussi qui explique qu'on en parle, mais en tout cas moi j'ai pas, pour moi qui est la première information qu'a révélé Jeune Afrique et d'autres, c'était tout de suite ces pogroms dans le Natal, donc dans la région où l'ethnie du président est majoritaire et où son fils a appelé au pogrom en tout cas le roi des Zoulous a même encouragé des pogroms dans cette région du Natal. Donc on a une situation qui est détonnante. Alors, qui sont les populations visées par ces crimes, qui sont par ces attentats? On a tout d'abord les Malawites, les Mozambicains, les Somaliens, les Zimbabwéens, les Soudanais et une partie où on trouve quelques Nigériens. Donc on a une population d'immigrés donc des Noirs en tout cas qui viennent en Afrique du Sud, qui sont rejetés. Alors il faut l'expliquer comment. Pas très facilement en tout cas. En tout cas, moi j'ai lu le dernier ouvrage de Lugan qui est de Osons dire à l'Afrique la vérité, qui parle justement de la situation. Et en tout cas, il faut lire les grandes histoires de l'Afrique du Sud qui ont été faites par des grands africanistes. Il n'y a pas que Lugan qui en a fait, mais je pourrais les citer. En tout cas, on a des situations qui sont étonnantes, avec une situation en Afrique du Sud, économiquement parlant, qui est dramatique. Le chômage atteint un score phénoménal. Il faut voir les rapports qui ont été faits par l'Union africaine ou par l'ONU en tout cas. Donc ce sont des chiffres qui datent de 2013 en tout cas. Donc et là c'est monsieur, et là c'est dans le livre de Lugan qu'on lit ça. Donc 40% des actifs sont au chômage et là et 50% les revenus de la tranche la plus démunie de la population noire le revenu inférieur, c'est pour ça que c'est un petit peu polémique. Revenu de la tranche d'âge la plus démunie de la population noire est inférieur à 50%. Ah bah tiens, Hugo, d'ailleurs, l'article qui est extrêmement bien fait par Lugan. Alors, ça s'appelle Afrique du Sud, boule de feu dans l'arc-en-ciel, qui est excellent, qui est sorti mardi dernier, je crois, ou samedi. Non, ça doit être mardi. Samedi dernier. Et pour compléter le chiffre, parce que Marc, tu as commencé, peut-être que l'auditeur veut comprendre. Ah bah vas-y, alors je t'écoute. Mais non, parce que tu l'as pas fini finalement. Pardon. Le revenu de la tranche la plus démunie de la population noire est inférieur de près de 50% à celui qu'il était sous le régime blanc d'avant 94. Il n'y a pas d'autres chiffres dans ce truc-là Et d'ailleurs. l'autre, c'était 40%. 40% des actifs sont au chômage. Voilà, donc on a en tout cas une situation économique. Et surtout, le rapport le plus alarmant et le plus important, qui à mon avis, explique que l'Afrique du Sud est économiquement très faible, c'est surtout celui qui a été donné par l'ONU en 2013, qui s'appelle le rapport économique sur l'Afrique du Sud pour l'année 2013, qui est dans le livre de Lugan, en Osons dire à l'Afrique la vérité, qui dit que l'Afrique du Sud il est parmi les 5 pays les moins performants du continent, et sur la croissance annuelle, c'est basé sur la croissance annuelle, juste pour préciser, et qui devance à peine les Comores, Madagascar, le Soudan ou le Swaziland. Donc on a en tout cas une situation qui... Mandela est un symbole, le combat de Mandela s'est effondré, parce que on s'est focalisé... Enfin, j'étais né, j'avais 2 ans. Mais en tout cas, quand Mandela, l'apartheid est terminé, on s'est focalisé sur la réconciliation entre blancs et noirs, entre les afrikaners et les diverses populations noires. Le problème étant que
c'est substituer à cette question blanche des problèmes ethniques. Problème ethnique, je disais, entre les Xhosa, les Zoulous les Zoulous, les Xhosa et les Soto, je vais y arriver. C'est substituer ces questions ethniquement. L'Afrique du Sud, économiquement, est plonge économiquement, ne fonctionne plus. Les 5 pays les moins performants du continent, il y a quelques zones, quelques îlots de matières premières qui subsistent encore, et encore quelques investissements qui permettent encore à l'Afrique du Sud de subsister. Mais en tout cas, elle est économiquement pas très performante, même pas du tout performante. Et donc on en arrive justement à des situations, il faut lire les témoignages qui ont pu être faits, qu'on peut trouver sur Jeune Afrique ou autre, et qui rapportent que ce qui s'est passé, le fait qu'il y ait des immigrés qui prennent le travail d'autres personnes, alors que 40% des actifs sont au chômage, ça explique aussi ces violences. En tout cas dans le pays, et là c'est là où je donne la conclusion, dans un pays où on a mis en avant la nation arc-en-ciel, en tout cas là, à démontrer que des Noirs ont tué des autres Noirs, des Noirs tapent sur d'autres Noirs. Donc voilà, c'est quelque chose qui, là, encore une fois, est ancré profondément par des rapports ethnico-paraciaux, mais en tout cas ethniques, et sur lequel se rajoute justement cette donne économique qui pousse, à mon avis, les gens à agir. Hugo va te répondre. Je vais surtout compléter la parole de Marc en disant que cela permet de comprendre que le racisme n'est pas une question forcément seulement entre blanc et noir, par exemple, mais qu'il y a également des tensions qui existent, des tensions, là plus exactement xénophobes, qui existent au sein même du continent noir, au sein même de l'Afrique subsaharienne. Et Marc le disait, le pays que l'on qualifie comme le plus avancé des pays africains, l'Afrique du Sud, est tiraillé par ces problèmes xénophobes. Dans le sens où l'Afrique du Sud, ou du moins une partie de sa population particulièrement paupérisée, refuse de soutenir en quelque sorte les migrants. Et on pourrait cette violence vis-à-vis des migrants pourrait aussi faire écho rapidement avec le naufrage d'un bateau de migrants, un de plus en Méditerranée. Voilà, et plusieurs, on se focalise sur cette actualité également cette semaine avec un sommet européen organisé sur cette question des migrants qui affluent par milliers en Europe depuis certains pays, que ce soit d'Afrique ou également d'Asie mineure. Oui, mais essentiellement, c'est vrai d'Asie également, mais essentiellement d'Afrique, qui transite notamment par la Libye. Mais pour revenir sur, comme on l'appelle, la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, il est vrai qu'on a tendance à nier la réalité de ce pays-là du fait du mythe Mandela. Mandela qui s'est éteint l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. C'était l'année dernière, peut-être un peu plus. Quand tu étais parti en Australie, monsieur. D'accord. Bon. L'année dernière, alors, le mythe Mandela qui, en quelque sorte, met un drap sur cette réalité-là, de 40% de chômeurs notamment, donc d'une grande misère sociale et d'un pouvoir largement corrompu et ultra-violent aussi vis-à-vis des mouvements sociaux. On se rappellera la répression des grèves des mineurs, notamment il y a de ça 2 ans, et les répressions continues des mouvements sociaux, et aujourd'hui des appels au pogrom de la part d'un roi tribal, comme Marc l'a dit, d'un roi ethnique, pardon. J'en viens, ma langue en vient. C'est roi des Zoulous, c'est pas une tribu. Ma langue en vient à fourcher tellement mon indignation est grande. Voilà, le roi Zoulou qui appelle presque au pogrom. Non, là, elle appelle au pogrom. Il n'y a pas plus clair. Appelle au pogrom des migrants, on l'a dit, qui viennent du Mozambique notamment, du Malawi, etc. Et qui, cela cause quasiment une crise, déjà une crise politique au sein même de l'Afrique du Sud, mais aussi une crise géopolitique au sein de l'Afrique australe. Parce que comment gérer vos relations diplomatiques avec vos voisins quand votre population massacre
vos concitoyens, vos ressortissants, pardon. C'est assez dramatique. Et la grande question, c'est celle d'une possible dette morale des Sud-Africains envers leurs voisins. Parce que dans les grands esprits, l'on voit une espèce de solidarité panafricaine. On a déjà parlé du panafricanisme sur ces ondes. On voit donc une espèce d'élan de solidarité parce que l'Afrique du Sud réussit et le chef de file des pays africains. Elle fait partie des BRICS, donc des pays émergents. Elle devrait aider les autres, mais la situation est telle que, de la même manière que le Brésil par exemple, l'économie sud-africaine n'est plus au beau fixe. Et du coup, comment lancer cette espèce d'élan panafricain quand une grande partie de la population vit dans la misère sociale? C'est impossible. Puis tu parlais de la misère sociale, et puis il faut rappeler quand même que on est un peu plus de 15 millions d'individus, ils sont noirs pour le coup, vivent avec que les aides sociales. Le social grant, je sais pas comment on le prononce, mais en tout cas ça s'appelle comme ça. Grant, G-R-A-N-T, je vais y arriver, comme le whisky. C'est ça que ça fait. Oui, pas de pub, pardon. En tout cas, plus de 15 millions de personnes vivent avec des aides sociales, avec le chômage atteint des sommets. Nous, on aurait 40% ici de chômage. On dirait qu'est-ce qui se passe? Ça serait l'anarchie. Ça fait un moment qu'on se dirait qu'est-ce qui se passe. Hein. Oui, déjà, oui. Donc, d'un seul coup, du jour au lendemain, on a combien? 10? Même pas, oui, on est autour de 10%, oui, effectivement, qui ont été passés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, déjà qu'on parle toujours du chômage comme oui, ça va faire des crises, etc. Multiplier par 4 la situation là. À mon avis, ça ferait de quoi affoler certains. Donc c'est pour ça. Je pense que quand on passe à l'acte, quand économiquement ça ne va pas, et puis là, sur laquelle il y a des questions vraiment de fond. Et puis oui, Hugo parlait de questions géopolitiques. C'est vrai que l'Afrique du Sud a été claire, j'ai envie de dire, au niveau des ressortissants. Elle a toujours, faut se souvenir faut se souvenir, il y a quand même des murs, les frontières entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. On passe pas, c'est pas l'Europe, hein, on passe pas comme on veut, c'est militarisé, c'est pas l'agence Frontex, quoi. Non, oui, Frontex c'est Toys R Us à côté, hein. Non mais je vous assure, hein, il y a des rapports, il y a des livres qui sont écrits justement sur ces frontières mozambicaines et sud-africaines. Ça fait froid dans le dos. Et il y a quelqu'un, on tire là, il y a pas de délit de faciès ou quoi, c'est on tire et puis c'est tout, hein. Donc voilà, donc il y a quand même une très grande surveillance des frontières. Et puis là, forcément, le climat économique aggravant la situation, on passe à l'acte. Surtout qu'en plus, vous voyez, on vise pas forcément des personnes, parce qu'on part de la Corne de l'Afrique, on arrive au Mozambique qui est en Afrique centrale, donc on parle vraiment de l'Afrique de l'Est, de la Corne, et donc c'est vraiment assez diversifié. Le Soudan aussi, un peu plus à l'ouest de la Somalie. Donc on a vraiment quelque chose, Nigeria aussi, donc on a vraiment quelque chose qui est partout, genre ça touche l'Afrique de l'Est. Voilà, il n'y a pas une désignation, c'est pas des peuples qui viennent spécifiquement de l'Afrique australe et qui arrivent. Non, c'est des peuples qui viennent à peu près de partout. Si on se fait un petit peu près une carte, on a le Nigeria, le Soudan et la Corne de l'Afrique là-bas. Oui. Et le Mozambique en Afrique centrale. Oui, parce que, à moins de dire de bêtises, il n'y a pas de politique de voisinage en Afrique, comme il peut exister en Europe, où par exemple, un migrant qui va transiter par un pays. Par exemple, disons qu'avant de venir en Europe, ce migrant passe par l'Ukraine ou le Maroc, ne sera pas renvoyé dans son pays, mais directement dans les deux pays précédemment nommés. C'est beaucoup plus facile. Et voilà, c'est pour ça que c'est des politiques diplomatiques qui lient, pour le coup, l'Union européenne à certains de ses voisins pour gérer la question migratoire en sus de la politique Frontex de protection des frontières. Mais voilà, c'est une grande question qui s'applique évidemment pour l'Afrique du Sud, parce que c'est de la même, en quelque sorte, on pourrait le faire le parallèle, de la même manière que la France et l'Angleterre le sont, des aimants à migrants, parce qu'on sent le pays attractif, mais pourtant la réalité n'est pas aussi belle que l'on veut bien nous montrer certaines fois sur le papier.
Pour votre information la plus complète, Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013. Donc effectivement, il s'agissait d'il y a un peu plus d'un an. Mais Hugo était en Australie, justement. On effectivement. avait fait une émission là-dessus, tous les deux, je crois, Nico. Sur Mandela, Oui, tout à fait. tout à fait. Est-ce que oui. j'allais dire sur l'Australie? Non. Non, Pas sur souvenir. l'Australie, non. D'ailleurs, Hugo, on en est où? Non, mais sur Mandela, effectivement, nous avions réalisé une émission, tout à fait. Qui a été salué, tu avais d'ailleurs, mis une par, émission, qui a été une salué par le musique. gouvernement, d'ailleurs, l'émission. On Excellente a eu beaucoup de émission. retours, oui, oui. Beaucoup de retours. Qu'on invite nos auditeurs à À réécouter. l'époque, on avait reçu Hollande qui était venu pour saluer ce travail. Donc voilà, donc c'est pour dire que c'était vraiment une émission qui a fait le tour du monde. Hein. Bien sûr. Je l'ai sûrement écouté de là-bas où j'étais. Ce sera le mot de la fin sur ce sujet, Voilà, sur exactement. le racisme et évidemment tout ce dont on a parlé ce soir. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à Raphaël qui a participé de manière non préparée mais très intéressante et cette spontanéité l'honore. Alors, tu t'emballes un peu, ça a été préparé par moi. C'est ce Non, que non. je disais, ça n'a pas été préparé par moi, donc Ça n'a pas ne été compte préparé du tout, mais merci, merci quand même. Merci, Merci, en tout cas. Raphaël et merci à toi d'avoir présenté cette émission. Et merci à Hugo d'avoir. Bon, c'est le monde des bisounours ici. Merci à Hugo d'avoir préparé cette interview et d'avoir préparé de manière générale cette émission. Car Hugo participe à la préparation de manière très active. C'est lui qui nous rappelle qu'il y a émission tous les jeudis. Vers 18h, 18h15, il nous rappelle qu'il y a émission. Et dans ce cas-là, on débarque avec Marc. Voilà. C'est beau la vie. Je Toujours plaisantais. à l'heure, d'ailleurs, faut préciser. Oui, surtout Marc. Juste, en outre, par conséquent et par ailleurs, actualité média, sachez-le. Ah oui, c'est tombé pendant cette émission. C'est Madame Delphine Ernotte, actuelle directrice générale d'Orange France, qui est nommée présidente de France Télévisions pour l'été prochain, qui remplacera Rémi Fimelin. Voilà pour l'actualité du PAF. Et vous savez d'où je tire cette information ? De l'Obs? De l'Obs, effectivement. Bah, effectivement. Évidemment. Vous savez, moi j'appuie sur lire l'article suivant et puis ça me donne les autres articles, hein, évidemment. Ah, mais je pense qu'on va avoir la petite pastel, le petit Le truc. Là. tampon va être sponsorisé par l'Obs. Ouais, c'est ça. Hein. Écoutez, s'ils nous donnent de l'argent, on prend. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir ou qui nous réécoutent en podcast, puisqu'on le rappelle, les émissions de Radio Rec sont en podcast. Vous pouvez écouter d'ailleurs le Score Plus de la semaine dernière, où Robin, qui animait cette émission, revenait avec Marc notamment, bon moi de manière très minime, et un petit peu Hugo et d'autres participants, hein, Walid par exemple, sur les matchs. la défaite voilà, du Sur les PSG, matchs. sur l'ensemble des matchs, sur l'ensemble de la journée de Ligue des Champions. Et puis, vous le savez, hier, il y a eu, hier et avant-hier, les matchs retour de Ligue des Champions. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez présenter cette émission Score Plus qui a disparu de la grille, mais qui peut y revenir, eh bien, signalez-vous, la présenter ou y participer tout simplement. Des fois, il suffit d'un petit groupe pour que naisse une émission. En tout cas, c'est le cas de Politiquement Incorrect, que l'on retrouve très vite sur Radio Rec et que vous pouvez retrouver sur Facebook, Politiquement Incorrect, et sur Twitter, Incorrect, ainsi que sur le site de la radio. Très belle soirée, à très bientôt sur Radio Rec. Bisous. Et bisous, comme dit Hugo. Bonne soirée. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Radio Rec. La radio étudiante.